Mon livre s'intitule « Avant que naisse la forêt » aux éditions Les Escales. L'histoire est assez simple. Le narrateur, Albert, revient dans sa maison familiale pour organiser les obsèques de sa mère. Tout ça devrait se passer en quelques jours, en 2 jours, et évidemment ça ne se passe pas comme ça. Donc la maison familiale est une vieille maison, entourée par une très grande forêt. C'est une famille de hobereaux de la Mayenne, forestiers, de génération en génération. En organisant ses obsèques, il fait ce qu'on fait dans ces cas-là, il fouille un peu dans les souvenirs, il va déterrer et donc faire ressortir tous les souvenirs de sa famille. Il va aussi chercher des chansons pour accompagner le cercueil de sa mère. Et chaque découverte qu'il fait dans cette maison va le ramener à son passé, à des moments qu'il avait complètement oubliés. Et ces moments-là vont l'aider à comprendre qui étaient ses parents, qui est sa famille et surtout qui il est. Et puis, au-delà de cette rencontre finalement avec la maison, une maison qui commence à vivre d'une vie propre, il y a ce qui habite aussi toute sa famille depuis des générations, la forêt. Et donc, en se découvrant, il va finalement s'éloigner petit à petit de tous ces repères d'hommes classiques, d'hommes normaux, d'hommes du quotidien, pour se laisser happer par la forêt. Et notamment par une légende que sa mère aurait laissé jaillir au moment de sa mort, la légende d'un ermite qui hante la forêt. Et voilà, donc la forêt procure très souvent 2 impressions, et je pense que la forêt de Fontainebleau, comme cette vieille forêt mayonnaise, la sensation d'être protégé par le couvert des arbres, c'est pour ça qu'on s'y promène gentiment et tranquillement, et puis une oppression. Une peur, finalement une peur très primitive, puisque la société s'est bâtie, en tout cas la société occidentale, s'est bâtie contre la forêt. La forêt étant le domaine de l'obscur, du sauvage et du danger, ce qu'on retrouve effectivement dans les contes. Alors oui, il y a dans ce livre des archétypes très forts. J'ai pas du tout voulu faire un roman psychologique ou psychanalytique, puisque moi, cette forêt existe, j'en suis le forestier, cette maison existe, cette famille existe. Je dirais que les 5 premières pages sont autobiographiques, et puis après, le roman reprend les rênes. Donc pour moi, il ne s'agissait pas de mettre en place comme ça des archétypes de la psychanalyse, mais ils y sont. Et c'est vrai qu'il y a la forêt, donc le lieu du sauvage, de l'obscur, de la peur, et en même temps quelque chose qui peut vous prendre dans les bras, peut-être comme une mère, le lac, l'eau, la mémoire, la maison. Quelque chose aussi, un élément à mon sens très féminin, c'est l'eau. L'eau qui parcourt la forêt et qui le suit, et qui le prend et qui l'irrigue Albert. Donc voilà, effectivement, beaucoup d'archétypes qui, je m'en rends compte maintenant au bout de 3 semaines de sortie, parlent pas mal aux lecteurs et leur parlent de manière très concave, c'est-à-dire que j'ai eu des lecteurs qui m'ont dit que c'était un roman assez léger, qui rendait plutôt heureux, et puis des lecteurs qui m'ont dit que c'était un roman sur la destruction de soi et assez noir. Donc voilà, j'ai à peu près toutes les lectures, je crois que je le dois à ça. Certains lecteurs m'ont dit que la fin les avait surpris, voire choqués. Alors, je ne vais pas la dévoiler, mais parce que la fin ne se termine pas de la façon dont on voudrait qu'elle se termine pour le personnage. Oui, mais ce n'est pas le personnage du narrateur qui est le personnage principal. Le personnage principal, c'est la forêt. Et pour la forêt, tout se termine bien. Voilà, et c'est ce qui compte. Donc effectivement, puissance de la forêt, et l'homme
donc le forestier qui est le prédateur au début, puisque c'est lui qui coupe les arbres, et on voit la mère qui un peu comme un pharaon qui emmène les pièces de son trésor avec elle dans la tombe, coupe le plus grand chêne de la forêt, le roi de la forêt, elle l'emmène avec elle dans sa tombe. Donc l'homme est très prédateur de la forêt. C'est quelque chose qui se retourne à la fin. Oui, et je suis sylviculteur depuis une trentaine d'années. Il y a beaucoup de bûcherons dans la forêt, notamment. Et même si on pratique une sylviculture respectueuse de la biodiversité, il m'a toujours semblé qu'il y avait une hypocrisie là-dedans. Nous sommes en face d'une forêt et on finit par penser qu'elle a besoin de nous pour grandir et s'épanouir. Le livre dit que non, c'est faux. La forêt n'a absolument pas besoin de nous. Nous sommes de passage. En général, quand nous avons une action sur elle, elle est néfaste. Et c'est ce que je dis à la fin, je souhaite aux forêts de grandir loin de la main des hommes. Alors c'est un vieux pieux, ça n'arrivera pas, mais c'est sans doute s'il y a un message écologique, c'est celui-là. Je suis très content que vous me parliez de ça, puisque l'origine de mon écriture, enfin de mon travail, c'est la poésie. Voilà, depuis que j'ai commencé à écrire, vers 13 ans jusqu'à 20 ans, mon entrée à la Sorbonne, je crois n'avoir lu que de la poésie et écrit que de la poésie. À tel point que je suis arrivé à la Sorbonne avec un retard inouï en matière romanesque. Donc voilà, j'ai vraiment forgé mon écriture, enfin les bases de mon écriture et ma lecture, peut-être même aussi ma perception des choses à travers la poésie. Et donc c'est quelque chose qui là, tout naturellement, est revenu. La musicalité, qui pour moi est extrêmement importante, la musicalité d'une phrase, la forme courte des chapitres, les finales des paragraphes, surtout la musique, voilà. De la musique avant toute chose, et c'est vraiment la poésie qui m'a guidé, d'autant plus que cette poésie, moi je la retrouve évidemment dans le végétal et dans la faune forestière. Écoutez, merci beaucoup pour ce moment de poésie. Merci. Bon vent justement à votre rivière et à votre forêt. Merci à vous, merci beaucoup.